Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, c'est le show bleu, le SmackDown du 3 juillet 2020. Et je suis avec l'indétrônable, l'inarrêtable, la nouvelle superstar de l'Internet Wrestling Community, Papy. Hello Papy, mais qu'est pas ça? Hello, Raphaël, bonjour les petits enfants, buenos días, buenas tardes a todos. Il y a eu un blanc. Eh bien écoute, il y a eu un blanc, ça arrive dans l'univers du catch. Mais non, on n'est pas, c'est pas le show blanc, c'est le show bleu, hein. Il y a eu un bleu, on va dire. Voilà. C'était le temps d'annoncer le début de ce SmackDown. Donc il commence assez fort avec Michael Cole sur le ring qui interviewe Matt Riddle, la nouvelle star, le nouveau petit prodige de SmackDown, la nouvelle New Thing qui est montée de NXT la semaine dernière, ou il y a 2 semaines maintenant, je sais Il y plus. a 2 ou 3 semaines, parce Ouais. que il y a eu la fois où il est monté, où il a affronté Styles, puis il y a aussi la fois où il a tabassé Corbin. Ah oui, il y a eu l'épisode, oui voilà, l'intermède Undertaker, t'as raison, de la semaine dernière, qui nous a un petit peu changé nos plans. Et donc, bah, il est interviewé par Michael Cole qui lui demande ce que ça fait. Matt Riddle, il est très content. Il dit voilà, je suis à SmackDown, je suis à la WWE, je suis dans le show principal. Et en plus, voilà, j'ai commencé tout ça, battre AJ Styles, me trouver soulevé et encouragé par Daniel Bryan, par Drew Gulak, par Otis. Il cite un petit peu tout le monde, bro, à chaque fois. Il dit putain, c'est cool quand même. Mes débuts là, voilà, Matt Riddle, il est cool et il trouve ça cool. Alors Michael Cole lui demande aussi la question que tout le monde se pose, mais pourquoi Matt Riddle catche-t-il pieds nus avec ses tongs là qu'il enlève en arrivant sur le ring? Eh bien, c'est pas juste une histoire de cool attitude, hein. C'est une histoire tragique, c'est une sombre histoire. Quand il était petit, quand il était jeune, Matt Riddle, il lui est arrivé une drôle d'affaire. Il était à la neige et puis en même temps dans une sorte de euh, piscine chauffante, j'ai pas trop compris, mais en gros, il est sorti dans le froid, il est re-rentré, il est sorti dans le froid, il est re-rentré, et puis en fait, à la fin, il sentait plus du tout ses pieds, il avait mal, il a failli être amputé même. Et depuis, bah, il supporte plus de mettre des chaussures, et il a l'impression d'avoir le pied enfermé. Donc, il nous dit qu'il ne catchera jamais en chaussures, comme ça, au moins, c'est clair, hein. S'il y avait des doutes, ça faisait effectivement débat parfois dans la communauté des fans de catch. Il paraît-il que bah, c'est pas il paraît, c'est plus dangereux de catcher sans chaussures, les chaussures de l'archi, du sèche, etc. Et Vince McMahon n'aimerait pas trop ça. C'est vrai qu'on a fait chausser Rousseff d'ailleurs il y a quelques années, qui avait commencé pieds nus. Donc voilà, il nous dit qu'il catchera pieds nus et débarque King Corbin. King Corbin à qui effectivement Matt Riddle la semaine dernière avait mis un petit peu branlé, mais bon, il n'était pas tout seul, hein, puisque King Corbin avait quand même humilié la carrière de l'Undertaker, et nous, ça nous avait beaucoup choqué sur Catch Up. On vous invite à écouter l'analyse si c'est pas encore fait. Donc bah, il avait pris un petit peu session là de la part de tout le monde, de la part de Jeff Hardy, de la part de Matt Riddle. Qui d'autre était venu donner un petit coup là de Il y mémoire? avait Strowman, Oui, et puis il y avait les New New Day. Day. Exact. Bah justement, King Corbin, il arrive en disant que c'est spécialement mal de la part de Matt Riddle parce qu'il était le dernier, je crois, dans l'enchaînement de prises de finition. Donc quand même, bah, c'est pas beau d'avoir achevé comme ça un homme à terre. Bah, Corbin nous sort le cliché un peu classique du heel au nouveau qui monte en lui disant voilà, tout ce qui va t'arriver, sois prêt. Ici, c'est pas la rigolade. Sois prêt à avoir un match à n'importe quel moment. Il lui dit ton histoire de l'angélure, en gros, c'est voilà, je catch pieds nus parce que quand j'étais petit, j'étais un gros débile. Alors, Matt Riddle, il s'énerve un petit peu, il commence à enlever ses chaussures, justement, enfin ses tongs, sa blouse. Il dit ok, un match n'importe quand, vas-y, on s'y met là, viens, on se tape. Et King Corbin, il dit non, 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 en fait, non, ça se passe pas comme ça, pas maintenant, il faut le mériter, un match contre Corbin. Par contre, tu vas affronter ce monsieur-là, comme faisait notre ami Teddy Long parfois, That Man. Et là, on se tourne vers le Titan Throne, on se demande qui arrive. Et John Morrison débarque, accompagné du Miz. Donc, Matt Riddle, deuxième performance à la WWE à SmackDown, ça sera contre John Morrison. Un match plein d'enchaînements, avec un Matt Riddle qui est là pour faire étalage un petit peu de son catch, pour nous montrer un peu son talent. Pas mal de grosses prises, de souplesse, qui
qui trouve dans le répondant en face un Morrison toujours aussi bondissant avec des coups de pied en plein air, des prises sur les cordes. Riddle réussit à se débarrasser du Miz et de Corbin en les frappant et sur un enchaînement, il réussit à couvrir Morrison en plaçant un roll-up, donc une prise un petit peu à la va-vite. Morrison se laisse avoir, d'ailleurs il est vénère en sortant du tombé, mais c'est trop tard. Victoire de Riddle qui fanfaronne à l'extérieur, mais qui se fait attaquer par derrière par AJ Styles, boum, venu le taper un peu pour histoire de dire que c'est lui le patron, et qui lui-même se fait attaquer par Drew Gulak, parce qu'on enchaîne juste après avec le match pour le titre intercontinental entre Gulak et AJ Styles. Mais là, je vais perdre mon souffle, il y a trop de choses dans ce SmackDown qui débute, alors je vais laisser Papy nous donner son avis. Deuxième match de Matt Riddle, je sais que t'étais pas un grand fan, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as aimé cette intro? Est-ce que tu trouves Morrison en forme? Qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais, alors je vais te laisser reprendre ton souffle un peu en donnant mon avis. Donc moi, Merci. je suis moyennement convaincu en fait, toujours. Alors déjà le segment d'intro, l'histoire avec les pieds gelés, tout ça, j'ai trouvé ça naze en fait, parce que je sais pas si c'était voulu faire un peu de mélo ou je sais pas quoi, mais c'était, enfin, il a une diction assez qui va bien avec son personnage en fait, un peu monocorde, «Ouais, bro, nanana, nanana». Je me suis fait geler les pieds, super, on s'en fout quoi. Et donc du coup, bah, quand le match est arrivé, j'étais déjà moyennement, chauffé quoi et le match, alors j'avais reproché à Riddle dans son premier match de pas être stiff, là j'ai trouvé que c'était mieux sur celui-là, il y a comme notamment quelques coups de genoux, sympatoches, des coups de tatane qui sont plutôt bien. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était super téléphoné. Alors je sais pas si c'est le montage, qui donne cette impression-là, mais ouais, j'ai trouvé que c'est vraiment té et puis que c'est enfin, qui prenait à chaque fois ralentissait avant de faire une action. Tu vois, autant il y avait eu, je crois que c'est la semaine dernière, la semaine d'avant qu'il y avait un triple threat avec, les Lucha House Party et Miz et Morrison et cetera où, Morrison avait vraiment bien jobé pour mettre en valeur, Lince Dorado, Mm. et l'autre et son compère et tandis que là, bah, j'ai trouvé que ça faisait faux en fait, plus que de raison donc bon, c'est peut-être une question de rythme et de calage, de notre ami Riddle avec le reste du roster mais voilà donc je vois qu'il a essayé de faire mieux, le match était quand même assez long, c'est vrai que j'ai pas donné la durée là, merde, c'est mon seul boulot là. 15 minutes 05, ça c'est un Eh vrai match oui. de mais par contre, bah, je me suis pas enflammé plus que ça, quoi. Eh ouais, tu vois, ben, nos avis vont diverger dès le début de ce show, prendre des routes différentes. Parce que moi, j'ai plutôt accroché. Et je me suis dit, tiens, bah, je suis pas un gros fan du personnage de Riddle, mais à NXT, j'aimais pas du tout au début. Enfin, j'aimais pas le personnage. Et puis, il m'avait quand même convaincu in-ring grâce à quelques belles perfs. Et là, je me suis dit, bon, bah, je trouve que la WWE commence par le bon bout, c'est-à-dire on l'installe. In-ring, quoi. Le match contre AJ Styles avait été assez long et disputé. Et là aussi, on lui donne une bonne perf. Et je suis plutôt content de Morrison toujours. Moi, j'ai peut-être moins été marqué par les quelques petits. Enfin, les reproches que tu y vois. Moi, j'ai plutôt accroché au match et aux enchaînements. Et au côté un peu voilà stiff, un peu Riddle qui arrive à avoir ce personnage très cool, bro, mais qui envoie quand même des gros kicks et des coups de genoux qui claquent. Et Morrison est encore bien frais pour son âge, je trouve. Ça m'a plutôt plu, moi. Ça m'a plutôt plu ce passage d'intro. Et j'espère qu'il va continuer comme ça, Riddle. Peut-être qu'il va affronter le Miz, et puis Corbin, c'est très certainement. Bon, ça, j'ai peut-être un peu moins d'espoir que ça soit extraordinaire. Quoique, on peut toujours être surpris par le King Corbin, hein. C'est ça qui est impressionnant. Ça peut Oui, non, et arriver. puis effectivement, il faut qu'il enchaîne les matchs, là, Riddle. Alors, je pense pas qu'il faut qu'il se retrouve face à AJ Styles ou, enfin, pour une ceinture ou pour un truc vraiment trop haut. Bah, je pense qu'il faut qu'effectivement, il se prenne une petite feuille de low card avec Corbin. Mm. Peut-être Corbin et les mecs qui vont envoyer au fur et à mesure, effectivement, pourquoi pas le Miz, pourquoi pas demain, Mojo Rawley, allez, vas-y. Enfin, qui se tape tous les heals en fait du bas de la carte et ça va lui permettre je pense, de prendre le rythme, à Matt Riddle parce que, ouais, avant de se choper un match pour une ceinture, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus prêt. Ouais, il faut qu'il cravache un petit peu. Tu as bonne remarque. Je ne sais pas ce que devient Mojo Rawley. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, tiens. Ouais, il a perdu Euh, contre, Chad Gable et puis comme, il y a pas de Chad Gable, bah, il y a pas Mojo Rawley, enfin
Ah oui, c'est vrai, tiens. Mais que devient Chad Gable alors du coup? Et que devient-il? Je pense qu'il est toujours petit. Ah Voilà. oui, d'accord. C'est ça qui est bien avec la Lockhart, c'est que à chaque catcheur, on se demande que devient son adversaire et de fil en aiguille, on peut remonter très loin, je pense. Mais oui, voilà, on verra bien ce que nous réserve Matt Riddle. Moi, je trouve les débuts pour le moment plutôt positifs. Papy n'est pas de cet avis. Ben, la feud continue alors. La feud Oui, continue. toujours. Est-ce que le titre intercontinental va réussir à nous mettre d'accord? Donc vous avez compris, hein, nous on a fait une petite pause, mais ça enchaîne direct. Hein, Goula qui vient chercher Jay Styles qui venait d'attaquer Matt Riddle, et on part sur le ring. Petite pub, et hop, on nous balance la title picture. Interrompu régulièrement par Daniel Bryan qui apparaît sur Zoom, puisqu'il n'est pas là. Voilà, on utilise des techniques modernes à la WWE. Des questions passionnantes qui sont posées à Daniel Bryan. Pourquoi Drgulak est ton coach? Est-ce que tu crois que Drgulak peut gagner ce soir, etc. Ce à quoi Bryan répondra par des réponses passionnantes aussi, du style ah oui, oui, je crois qu'il peut gagner. C'est mon coach parce que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Bref, on n'aurait pas pu rêver mieux. Ça, la grande époque du Talking Smack qui était là, qui flottait dans l'air. Sur le ring, moi j'ai trouvé que ça envoyait pas mal là aussi, avec un AJ Styles quand même dominateur. J'ai bien aimé en fait moi là aussi le scénario parce que c'était pas du 50-50 comme souvent dans un match de catch où on a vraiment quelque chose de très 50-50 aux 2-3 enchaînements finaux. On a quand même un Styles au-dessus du lot, mais avec un Gulak qui a beaucoup essayé de faire du Drew Gulak, c'est-à-dire de le tenir au sol, de faire des prises de soumission, de le coincer, de faire des torsions de bras, de jambes. Mais au final, Styles petit à petit monte en puissance. À un moment donné, dans le coin du ring, il attrape Drew Gulak, il évite une prise et il attrape Drew Gulak. Il place un Styles Clash et là il prend bien son temps. Il nous fait une Randy Orton, il attend, il relève Drew Gulak, il lui met la tête sur les cordes. Drew Gulak est un petit peu KO. Drew Gulak s'écarte un peu des cordes en reprenant conscience. AJ Styles s'élance, phénoménal forearm. On se dit qu'avec tout le temps qu'il a pris, il va se faire contrer, mais non. Il allonge le coude dans la tronche et il remporte le match. Donc il est toujours champion intercontinental. Drew Gulak a fait bonne figure. Qu'en penses-tu, Papy? Est-ce que toi aussi ça t'a fait ronronner là aussi ou t'as préféré ce match-là? Alors j'ai préféré ce match-là, parce qu'effectivement j'ai trouvé que le rythme était bien plus maintenu, bien plus élevé, notamment comme tu dis le démarrage avec le grosse période de domination de AJ Styles. Ça permet de donner un peu plus de rythme quand même, à ce match qui était encore plus long finalement parce qu'il a duré 17 minutes. Donc là, comme on a 2 matchs d'entrée, 15 minutes puis 17 minutes, 32 Hmm. minutes de cage d'un coup, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Donc première heure très, très catchesque, du côté de SmackDown par contre, tu vois, nouveau bémol en fait, j'ai trouvé que c'était mal vendu le match, c'est un match pour le titre intercontinental et il y a pas, avant le match, la présentation de la ceinture, la présentation du champion, du challenger. C'est une page de pub, puis tu redémarres, tu es déjà dans le match en fait. Donc j'ai trouvé ça pas terrible et les passages avec, Daniel Bryan, c'est pareil, ça m'a un peu sorti du match, en fait, tu vois? J'étais bien accroché et tout, puis d'un coup, tu la petite tête de Daniel Bryan qui apparaît avec une question à 2 balles et qui fait: «Oui, tout à fait, ouais, c'est bien de gagner parce qu'on est bien, on est les gentils, on va battre les méchants». Super, non mais en fait, ça m'a sorti du match et du coup, j'étais désolé parce qu'en fait, ce match-là, il m'avait bien plu au démarrage. Je me dis: «Tiens, c'est bien, ça va bien partir» et puis au final, petit à petit, d'avoir la tête de Bryan qui revenait toutes les 5 minutes, ça m'a petit à petit sorti du match. Heu, Par contre, l'histoire est intéressante de dire que je pense que Styles est fort pour un champion, voilà, mais que Gulak est résistant. Tu as les deux points qui, pour moi, étaient bien vendus dans ce match-là, donc c'est comme plutôt bien, quoi. C'est ouais, faut la prochaine fois, virez-moi, Bryan, quoi. Surtout pour faire des zooms de chez lui depuis ses chiottes, merci, quoi. Et encore, c'est pas non plus le pire niveau, à la fois au niveau de la voix, de la gestuelle, du physique. On a déjà eu bien pire sur ces interviews là, sur ces petites vignettes qui apparaissent, mais moi non plus, j'ai pas trouvé ça fou. Daniel Bryan qui apparaît pour dire pas grand-chose. J'ai un peu les mêmes remarques que toi. Moi, j'ai quand même bien aimé le match. C'est vrai que j'ai trouvé, alors c'était peut-être voulu, hein, puisque Styles apparaît très fort, mais j'ai trouvé que on nous a jamais laissé croire à l'inverse du résultat final. Bon, on savait tous que Gulak allait pas devenir champion intercontinental, mais quand même des fois dans la construction, on fait comme si ça allait être possible.
Et là, ça a été un peu balancé comme ça en milieu de show, avec, comme tu dis, pas trop d'introduction. Donc, peut-être ça manquait d'emphase là-dessus, mais j'aime bien quand même le personnage de Gulak, hein, depuis plusieurs mois qu'il est là. Et je trouve qu'on garde un peu ce côté, c'est un mec de 205, tout ça. Donc, c'est un petit gabarit. C'est pas encore tout à fait le haut niveau. Contre Brian, il a plutôt perdu, mais il a toujours réussi à faire des beaux matchs. Et je suis assez confiant pour ce mec-là dans le main roster. Sur, on va dire, le moyen terme en tout cas. Après, voilà, Styles, plutôt le résultat bénéfique et le match pour les deux, c'est ça qui m'a plutôt fait plaisir. Ouais, non, ça travaille bien, hein, de toute façon, sur ce coup-là. Et Gulak, effectivement, il progresse petit à petit. Là, on a l'impression qu'il était un peu perdu quand il est arrivé. Au final, il s'est bien relancé, quoi, depuis son arrivée sur SmackDown. Ouais, ça c'est une bonne montée, comme on dit, une bonne percée. Et puisque nous étions à SmackDown, nous avons eu droit au fameux passage inévitable des championnes féminines tag team et puis championne de SmackDown. Depuis, on a passé l'année là, ça y est, hein, c'est ça pour Bayley. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai, c'était au. Alors, je sais que c'était au Money in the Bank, mais c'était pas à la même époque que l'an dernier, donc. Et je dirais bien ça, ouais. Ouais, je crois que dans leur dialogue, on a passé le Almost a Year et on est passé à Over a Year. Donc je pense que ça fait, excusez ma prononciation, mais je pense qu'on est à plus d'1 an. Donc justement, elles nous disent qu'elles font les. Elles ont un peu repris le flambeau de Charlotte, hein, là. Les filles, elles font les 3 shows. Elles nous disent, voilà, elles étaient à Raw. Sacha Banks a été à NXT, mais ça, elles veulent pas trop en parler. Elles sont à SmackDown, donc elles ont pas de respect. Elles disent on a une absence totale de respect, alors qu'on est donc la Bailey Tree Shows et Sacha Tree Brands, voilà, pour rester sur cette dynamique. Mais elle se rappelle quand même ce qui s'est passé la semaine dernière. Et vous avez sûrement aimé l'imitation de Daniel Bryan par Papy il y a quelques minutes, qui était excellente, moi j'y ai cru. Eh bien, vous allez adorer l'imitation de l'Undertaker par Bailey, puisque Bailey a parlé de cette légende qui est partie la semaine dernière, de tout cet hommage pour la retraite. Et il dit, bah, finalement, l'Undertaker, c'est notre seul fan. Il nous a téléphoné, Bailey retranscrit cette conversation téléphonique. Voilà, hey Bailey, etc. Elle imite l'Undertaker. Pas très bien, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu plus à Bourville, justement. Et l'Undertaker l'aurait appelé pour lui dire qu'elles sont les meilleures, les plus grandes championnes de l'histoire, qu'il les admire, qu'elles vont être championnes, qu'elles vont rester championnes, etc. Et qu'elles mériteraient elles aussi un petit tribute to Sasha Banks et Bailey. Donc, ben, les deux filles sont très contentes de leur coup. Et justement, elles lancent une vidéo tribute to Sasha Banks et Bailey qui parodie complètement le départ de l'Undertaker. On voit toutes les deux leur fait d'armes à NXT, à SmackDown, à Raw. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est quand même assez drôle parce que chacune témoigne sur les faits de l'autre. Donc, on voit Bailey qui est cataloguée championne de SmackDown, première championne historique de ci, première championne historique de là, et qui nous dit voilà, elle est exceptionnelle. Sasha Banks, elle est incroyable. Et puis après, on a Sasha Banks qui est notée première femme ci, première femme là, et qui nous dit ah là là, Bailey, elle est formidable, elle est géniale, c'est la meilleure. Elles sont très contentes de leur coup, in-ring, hein, quand c'est fini. Elles se congratulent, elles chantent des Thank you Bailey, Thank you Sasha, mais elles sont interrompues par Alexa Bliss et Nikki Cross qui se foutent de leur gueule en faisant elle aussi une sorte de félicitations réciproques. Donc Alexa Bliss nous dit que Nikki Cross est reine d'Écosse et qu'elle est là, je sais plus, 337e ou un truc comme ça, en lice pour le titre de reine d'Angleterre. Voilà, elle se moque un petit peu. Elles viennent au milieu du ring. Elles en profitent pour dire voilà, ben, vous sentez à quel point vous êtes ridicule, hein. Elles étaient en train de parodier une parodie, ça va très loin. Et à ce point que Bailey se fout de leur gueule ouvertement, se met à rire. Alexa Bliss baffe Bailey. Et Sasha Banks est tellement choquée qu'elle nous fait une Bailey. C'est-à-dire qu'elle dit eh ben, Bliss, puisque c'est comme ça, Bailey, elle va t'affronter ce soir et maintenant. Donc voilà, elle book un match pour sa copine, histoire de renvoyer un peu l'ascenseur à Bailey, qui lui avait fait pas mal de coups ces dernières semaines. Donc on a un Bailey versus Bliss qui est pour lui un petit peu plus court, évidemment. Tu nous donneras les timings, papy, surtout avec des interventions à droite et gauche, puisqu'on a toujours Nikki Cross et Sasha Banks dehors. Nikki Cross qui va faire un petit peu le ménage à un moment donné, qui va s'attaquer à Sasha Banks, qui est provoqué oralement par Bailey et qui en finit par Nikki Cross est pas non plus un symbole, un modèle de calme et de concentration. Donc elle fout une tatane à Bailey. L'arbitre signe la disqualification. Et puis on finit là-dessus. Chaque duo
repart un petit peu de son côté, segment qui annonce qu'on aura la semaine prochaine, si je me souviens bien, un match, pour les titres tag team, si ma mémoire est bonne, entre ces 2 équipes. En tout cas, Alors, je un ne sais match de pas. tag team, mais je sais plus si les ceintures sont en jeu, tiens. Peut-être pas en jeu encore, hein, parce qu'on a un pay-per-view à booker. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Est-ce que ce premier long segment sans catch, enfin, s'il y a eu un petit peu de catch, mais il y a eu quand même beaucoup de temps au micro, on en a beaucoup parlé de Bayley et Sasha Banks. Elle rajoute encore un segment à leur légende. Est-ce que tu as hâte que le DVD sorte? Ah ouais, non, moi je suis en extase complet, en regardant, ce genre de segment. Donc effectivement, il y a eu un petit peu de catch, ça durait 5 minutes 35, donc Ah oui, c'était pas très court. du grand, c'est le bon, sans surprise, ce sera le plus court match de la soirée. Mais sinon, ouais, bon, moi j'ai rien à dire sur le match, parce il y avait rien à dire, globalement, Mhm. c'est un faux match en fait, qui était juste là pour habiller un peu le segment micro. Par contre le segment micro, bah, bizarrement j'ai bien aimé moi, enfin, c'est toujours aussi nul, mais c'est toujours aussi insupportable et donc je trouve ça bien qu'elle continue à troller un peu tout le monde, en fait, hein. Je troll, l'Undertaker, je troll, la vidéo, je me faisais des thank you Sacha, thank you Bayley et cetera et cetera. Ça en plus c'était pas su enfin ça, c'était bien compartimenté, donc ça a pas été trop long. Vu qu'on a eu quand même le segment micro, puis la vidéo, puis l'arrivée de Cross et Bliss, ça a permis de faire un segment long, mais bien découpé, quoi. Donc ouais, bah, moi je suis toujours plutôt content, même si je vois enfin voilà, on en arrive toujours au même point, hein, c'est que globalement on sait pas quand est-ce que ça passe réalité supérieure dans le ring, vu que les 2 meilleures catcheuses sont du même côté, sont copines, comme pas possible en ce moment, donc bah, patiente, on patiente. On reste sagement, oui. Oh, moi, je suis, on va dire, pas très optimiste, mais plutôt curieux de voir l'affrontement, de voir un peu ce que donnera Nikki Cross toute seule contre Bayley, puisque ça pour le coup, c'est officiel, hein, c'est l'affiche du titre féminin de SmackDown à Extreme Rules. Et moi, je veux plutôt être d'accord avec toi. Le début m'a un peu saoulé. J'aime pas trop quand elle parle et qu'elle rigole fort là avec et l'imitation de l'Undertaker. Bon, je trouvais ça plutôt moyen. Par contre, j'ai bien aimé le package vidéo. Là, j'avoue que voilà, les voir avec Bailey qui voilà, il y a marqué Bailey, superstar, championne de SmackDown, etc. Qui nous parle de Sacha. Ah là là, la première à faire les Hell in a Cell, la première à faire ci, la première à faire ça. Et ça, j'ai trouvé ça drôle et une bonne utilisation de l'actualité. Donc, c'était plutôt sympa. L'apparition des deux aussi m'a plutôt fait rire là quand elles se foutaient un peu de leur gueule en se donnant des titres respectifs. Nikki Cross avec son accent à couper au couteau dont je n'avoue que je ne comprends pas tout, mais je laisse le contexte parler pour moi. Oui. Il y a eu pire, il y a eu largement pire dans ces segments féminins. Voilà, c'est toujours pas ce qui m'emballe le plus. Comme tu dis, c'est encore un truc qui a. Enfin, c'est-à-dire que Bailey, on dirait que ça fait plus de 6 mois qu'elle est dans des feuilles de transition en attendant un truc plus important. Mais va-t-on le voir un jour? Va-t-on le voir un Ouais, jour? non, c'est suspense, mais par contre, le progrès que je trouve depuis 6 mois, c'est qu'il y a 6 mois, c'est que tu avais l'impression qu'elle donnait vraiment de l'importance à ses feux de transition. Donc maintenant, c'est là, en gros, elle en a rien à foutre. C'est elle qui compte avec sa copine Sacha. Puis on met à fond les projecteurs sur elles deux. Puis c'est ce qu'il faut parce que finalement, tu les vois un peu partout. Puis bah, et ça, comment dire, ça fait le boulot, quoi. Pareil, j'ai regardé le NXT là, tout à l'heure. Bah, elles font le boulot, quoi. Et puis je me rends compte que Sacha est vraiment pas maladroite du tout dans le ring. Vivement qu'elle se remette. Ouais, je dis vivement qu'elle s'affronte Bayley, hein. C'est vraiment le truc que j'espère le plus. Ah bah, sur le principe, Sacha, on pourrait presque dire que c'était la ouais, c'est difficile à dire, j'allais dire la plus talentueuse des 4 Horsewomen. Oui, je pense que c'est en tout cas ce que pensait la communauté de catch, de fans à une époque. C'était celle qui était aussi la plus cotée, hein. Charlotte était pas vue au début comme aussi brillante. Bayley, elle a toujours été un petit peu critiquée aussi. Bon, Becky Lynch, ça dépend. C'est difficile à analyser après coup. Elle a quand même explosé Becky Lynch, mais Sasha Banks c'était la plus attendue. Oui, d'ailleurs, c'est celle qui a le plus marqué NXT, je dirais quand même, hein, parce que Ah, elle a eu des règnes, ouais. eu des gros matchs aussi. Je me souviens de matchs contre Bayley, Mm, je crois qu'est-ce qu'il y avait à Freeway avec Becky aussi de mémoire. ouais. Becky, c'était pas la plus talentueuse dans le ring, je pense, des 4, mais c'est celle qui avait le plus de charisme en fait au final. Oui. Tandis que ouais, pour Sacha, enfin Charlotte, c'est la plus forte, mais elle Mm. avait tendance à botcher, ce qu'elle fait un peu moins, j'ai l'impression.
vrai que Sacha, Ah, c'était celle qui faisait un peu tout, quoi. En plus, c'était celle qui se jetait partout, quoi. Elle prenait des bumps de folie, quoi. Donc, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle a freiné aussi à bout d'un moment, parce qu'elle a dû prendre une commotion, je pense, de mémoire. oui. Mhm. Donc c'est ça qui l'a freiné un peu, mais oui, elle a fait des grands matchs et puis je me souviens de la rivalité contre Charlotte, dans le main roster là, avec les Hell in a Cell et tout et compagnie, quand elles se sont échangées les ceintures, c'était quand même, très, très costaud, hein, la rivalité entre les 2. Ah oui, oui, je pense, c'était du très bon. Et elle a un gros potentiel, comme tu dis. Oui, elle avait fait quelques petites bêtises, hein. Je me souviens, il y avait eu une fois où elle s'était ratée, elle est coincée, enfin, c'était tapé au passage les pieds dans les cordes en faisant un suicide dive. Elle était mal retombée. Mais je crois même que de mémoire, il y avait Mick Foley qui avait, je crois que c'était Mick Foley qui avait tweeté ou autre un truc en lui disant d'arrêter de mettre sa vie en danger parce que c'était un peu risqué. Mais oui, je pense que en tout cas c'était la meilleure de base dans les quatre au début à NXT. Après c'est si Charlotte évidemment a quand même énormément progressé et Bailey peut-être un peu stagné, mais on a hâte de voir la vraie Sasha Banks quoi. Ouais, bah, Bayley, elle a juste pas enfin, tu as l'impression qu'elle a pas réussi à transposer son in-ring et son personnage de NXT au main roster. Et puis, bah, là, finalement, c'est pas plus mal qu'elle ait changé de personnage, du coup. Parce que Mm. comme elle y arrivait vraiment pas avec son ancien truc, peut-être que ça sera peut-être l'occasion d'enfin pour elle de démarrer et de nous sortir enfin une grosse performance dans le ring. Je l'attends. Oui, 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 parce que là elle aura aussi affaire à une adversaire très talentueuse qui sera pas du même niveau que quand même Nikki Cross ou Lacey Evans ou Natalia Tamina, ou Tamina. Tiens, oui, c'est vrai qu'elle est repartie déjà en retraite elle est assez toujours assise rapidement. à l'arrière du camion, là, Tamina. Ah Pas oui, la déranger. c'est vrai. On va la laisser, hein, on va la laisser tranquille. On va quitter la division féminine définitivement pour ce soir. On fait un rapide passage par les marécages, les crocodiles, les alligators, les serpents, tout ça, tout ce qui nous attend pour le Swamp match entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Malheureusement, pour ce match qui est quand même un main event hein, sur l'affiche, pas de participants. On n'aura pas Bray Wyatt ce soir, on n'aura pas Braun Strowman. On les verra et on les entendra dans le clip. Clip un petit peu qui fait peur. Là, on est reparti dans la gimmick mangeur de monde, hein, Eater of Worlds. Il y a un petit doute, moi je trouve, je n'ai pas trop compris. J'ai cherché et les sources ne sont pas d'accord. Est-ce que ce Ah, match est vraiment bien pour le titre en fait? J'ai eu l'impression. ah, petit doute parce qu'effectivement, ils en parlent absolument jamais. Je oh putain, alors là, tu me fous le doute. Je ne sais plus du tout. Est-ce que je vais avoir le temps de chercher, comment ça s'appelle ce show? C'est Extreme Rules? Est-ce que j'ai le temps de le chercher sur ma tablette, Ah pendant que je ouais, parle? Je ne sais ouais, pas te dire. Mais en tout cas, ouais, pour, te parler du segment en attendant, ouais. bah, moi tout ça m'a pas fait grand-chose parce que globalement, je suis hypé de toute façon pour le match quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas forcément besoin de ce genre de segment qui fait office d'occupation. Effectivement, on n'a pas eu le comment te dire? On n'a pas eu la présence d'aucun des 2. On n'a pas eu non plus la présence d'Otis, Ah, le c'est vrai. détenteur de la mallette. En fait, c'est toute la partie, autour du main event qui n'était pas là et le temps que je parle, je réussis à voir la stipulation qui est effectivement un Wyatt Swamp Fight pur et dur sans parler de ceinture. Donc il y a peut-être pas la ceinture en jeu, tu as raison. Ouais, donc c'est bien ce qui m'avait semblé en fait. J'ai vu ça sur, je sais plus sur quel site internet qui disait qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu. Et là j'ai checké sur la fiche que la WWE met en avant. Ben, Bray Wyatt, pardon. Braun Strowman a la ceinture quand même. Il est montré champion, mais sans ceinture, j'avoue que ça m'emmerde un peu parce que c'est un truc. Ils font ça que pour Bray Wyatt en fait, de donner des matchs à la fois quand il est champion, ce qui était le cas à TLC cet hiver, qu'il affrontait le Miz, mais la ceinture n'était pas en jeu. Ou alors, eh ben, ça part mal parce que ça me rappelle le fameux House of Horror Show où Bray Wyatt affrontait un Randy Orton champion du monde et sans la ceinture en jeu. Donc ça m'embête un peu parce que déjà je trouve que ça nous spoil en grande partie. Pourquoi ne pas mettre le titre en jeu si c'est pas pour faire gagner Bray Wyatt et c'est quand même un peu bizarre comme Parce idée. qu'il y Je aura ne- pas de finish en fait peut-être, Oh, ils vont peut-être finir un truc, vu que ce sera un truc, filmé, enfin en mode, montage, ultra montage, si ça se trouve ça va se finir dans un tourbillon de je sais pas quoi sans tomber ni rien et donc il y a peut-être même pas de tombée de prévu d'ailleurs. ouais, Donc du coup ils peuvent pas désigner un champion, peut-être un vainqueur. c'est vrai, t'as raison.
T'as raison. Ben, on verra bien. Je sais pas. On était le House of Horror Show était très mauvais. Comment ça s'appelait? Le match avec John Cena, le Firefly Funhouse match était très bien. Donc là, on va voir de quel côté on bascule. Mais t'as l'air plutôt motivé, hein. Oui, non, non, ouais, bah, de toute façon, l'idée de base de faire revenir l'ancien personnage de Bray Wyatt, c'était la bonne idée, tu vois, à sortir. Ah oui. Si tu veux faire une espèce de trilogie de Wyatt qui essaie de reconquérir Strowman, le faire basculer, c'était exactement le chemin qu'il fallait prendre. Là, tu vois, je suis intéressé parce que en même temps, je sais absolument pas là où ils veulent en venir. Est-ce que Strowman va être plus fort que tout? Est-ce qu'il va parce que je me dis qu'il part que des bonnes solutions. Soit Strowman bascule et que Wyatt est vraiment un manipulateur hors pair, soit Strowman s'en sort des trois personnages et dans ce cas-là, ça leur a enfin donné le push nécessaire qui n'a pas en fait Strowman depuis qu'il est champion parce qu'il a gagné Ouais. son titre contre Goldberg et puis ensuite il a enchaîné les défenses moisies quoi. Donc c'est ouais, enfin si c'est bien fait, il peut y avoir que des bonnes solutions. Donc je suis impatient de voir comment ça va se passer. Ouais, ou même sur le match, on peut tout à fait avoir un Bray Wyatt qui règne dans son bayou, ou l'inverse, la victoire de Strowman qui justifierait ensuite le Fiend, le troisième personnage. Tout est possible. Et moi, je suis sur le principe, ça me fait assez kiffer, ouais, de revoir les vieilles images, parce que moi j'aimais bien, hein, ce Bray Wyatt là, celui de la chaise longue, du rocking chair, du bayou, de la lampe torche. Quelque part, c'est un peu une partie de Bray Wyatt que je regrette quand même, l'entrée avec la lampe torche, le We Are Here et tout ça. Donc, nostalgie Ouais, quand tu nous les tiens. gosses avec les masques là autour je crois de Hell in a Cell ou un truc comme ça là, il y avait un truc comme Ouais, ça là où ils avec John chantaient Cena. à Mm. Contino. Enfin, il y avait eu de la créativité quand même. Ah, c'était. Enfin, moi, j'en garde un souvenir au niveau public quand il chante justement dans ce fameux match contre Cena là où il le chope quand Cena est à moitié KO et qu'il se met à faire un pas de danse en chantant You got the world world in your hands. La foule chantait à fond. Enfin, ça marchait quoi. Yes, ça a Et plus marché que les vers de terre projetés sur le ring. ouais, ouais, mais même le match, on l'a revu d'ailleurs pendant le confinement, là, quand il nous passait des matchs, on a revu le Cena contre Wyatt. Enfin, la foule était. Enfin, Wyatt, il était réaction, quoi. Il créait des huées comme des gens qui étaient à fond, mais le public accroché. Bon, là, on peut plus trop savoir, hein, les réactions du public, mais c'est pas plus mal de le revoir faire coucou. Yes. Et bon, on a parlé pas mal pour un petit segment vite fait comme Oui, ça. voilà. Nous passons encore à du catch. Alors là, on est au niveau des ceintures tag team. Shinsuke Nakamura avec Cesaro à côté de lui affronte Kofi Kingston avec Biggie à côté de lui. Ça ne durera pas très longtemps puisque très vite, alors que ça intervient de droite et de gauche, que Cesaro essaye d'étrangler Kofi Kingston sur les cordes, que Biggie intervient, ben, l'arbitre exclut tous ces gens-là avec ce fameux geste spectaculaire et théâtral de hop, désigner les vestiaires, yo, hop, dehors, et hop, les gars, ils s'en vont mus par une force magique. Ça, Rentrez chez vous. je suis toujours passionné par le fait que le catcheur il refuse tout à fait d'être exclu. Il dit non, c'est pas bien tout ça, mais quand même il y a une force surnaturelle qui le pousse à marcher à reculons là, à sortir, bah, finalement à obéir, hein. Donc bah, ils rentrent chez eux et sur le ring on a un match plutôt disputé là aussi avec un Nakamura assez dominateur, mais un Kofi Kingston qui résiste pas mal, qui a des moments de domination avec son coup de pied pendulaire dans les cordes. Il tente d'ailleurs le SOS, il passe le SOS qui sera seulement simplement deux, un compte de deux, un nearfall, et finalement Nakamura réussit à s'élancer pour le Kinshasa coup de genou et victoire. Donc le japonais couche l'ancien champion du monde Kofi Kingston. Il fête sa victoire avec Cesaro qui revient et il s'apprête à faire un petit peu plus de mal puisqu'il semble s'intéresser à une table et malheureusement pour nous et heureusement pour Kofi Kingston, Biggie lui aussi revient et empêche ça. Mais eh ben, est-ce qu'on va vers un tables match? Est-ce que ça te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu penses de cette feud là qui se joue vraiment sur le ring? À noter que Biggie et Kofi Kingston ont un brassard noir en hommage. Alors j'ai mangé son nom depuis, je n'ai pas noté, à Elijah machin. Excusez-moi pour lui, mais un des jeunes afro-américains qui avait été tué par la police. Donc on a le New Day qui participe un petit peu à ce mouvement de Black Lives Matter. Voilà, et sinon, bah, voilà. Est-ce que t'es chaud pour cette affiche? Je pense que oui. En Alors table ouais, match, oui ou pas? ouais, chaud pour cette affiche avec une stipulation, ouais, pourquoi pas de table match, ça peut être sympa, surtout qu'il y a il y a du volume quoi, donc ça Mm. peut faire des bonnes grosses chutes, je pense, quand ça passe à travers une table.
Mais je suis hypé, mais pas par ce match en fait. C'est pas ce match-là qui m'a hypé, tu vois. Non. Ouais. Pourtant, alors c'était un bon match, enfin un long match, pas plus que bon. Long match parce qu'il durait quand même 11 minutes 50. J'ai Mhm. l'impression que c'était plus court que ça, mais il a quand même passé ces 10 minutes. Mais bah, après voilà, je le cache pas, je suis pas un grand fan de Nakamura. Moi, il m'a jamais passionné dans le ring. Et du Certes, coup, oui. bah, si ça avait été Cesaro contre Kofi ou Cesaro contre Biggie, ça, je suis impatient de les voir s'affronter l'un l'autre. Je pense que ça m'aurait plus intéressé 10 minutes de match avec ces deux-là. Mais Nakamura, Kofi, bah, je sais pas, on l'avait peut-être déjà vu dans le passé. Bah, en fait, ça m'a vraiment rien fait, quoi. J'ai pas senti, voilà, ça m'a pas intéressé. Pour dire les choses clairement, ça m'a pas intéressé. Et bah, j'espère vraiment que, ouais, je suis même sûr que le match par équipe sera bien plus sympa parce que là, on a des catcheurs qui savent bien combiner et puis être inventif quoi avec les New Day et Cesaro notamment. Voilà, sur les 4 il y en a quand même 3 qui sont bien, donc ça devrait aller. Mais voilà, sinon rien de plus à dire, je sais pas ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché au match. Bah, je partage plutôt ton point de vue, hein. J'ai trouvé que c'était ouais, qu'il y avait pas, il manquait un petit truc là, il manquait un feu, il manquait un intérêt, il manquait un suspense, enfin suspense. Je n'aurais pas forcément donné Nakamura vainqueur, hein. Le résultat victoire clean de Nakamura n'est pas forcément celui que j'aurais pronostiqué, mais en fait au final, bah, la preuve, hein, on s'en fout un peu puisque la stipu, enfin l'affiche tag team, elle était prévue. D'ailleurs, je viens de me rappeler qu'elle est annoncée pour le prochain SmackDown, hein. Le match tag team est annoncé. Alors Oui, tout à fait. je sais plus si c'est pour les ceintures en jeu, peut-être pas, mais ça sera peut-être pour Là oui, si c'est pour valider. les ceintures en jeu, Ah, c'est pour les ceintures en jeu. d'accord. Donc bah, peut-être qu'on aura pour le coup un finisher un peu trouble ou quelque chose qui. Ça serait logique vu ce qu'ils nous ont teasé qu'on aille vers un table match ou un truc à Extreme Rules en tout cas. Ça serait sympa, ouais. Et juste pour revenir sur ce match-là, en fait, et c'est là où je me rends compte, en fait, en parlant, c'est au-delà de Nakamura, c'est même Kofi, je trouve. En fait, c'est marrant, mais Kofi, depuis qu'il a plus la ceinture, j'ai plus aucun intérêt pour lui en solo. Depuis la fin de Kofi Mania, tout ça, Mm. je sais pas pourquoi. En tag team, il y a toujours aucun souci. Il a même individuellement, il s'est catché, il y a pas de souci avec ça, mais voilà, c'est comme s'il était allé au bout de son histoire, de son personnage. Et du coup, vraiment, je m'intéresse plus du tout à lui quand il catch en 1 contre 1, en fait, Kofi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je sais qu'il pourra plus faire, pas faire plus que ce qu'il a déjà fait, mais tu vois, c'est peut-être ça aussi. Donc c'est Kofi qui m'intéresse pas et Nakamura non plus, c'est pour ça que ça m'a pas du tout, accroché, quoi. Mais ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, hein, ce sentiment. Je l'ai un peu aussi. On a un peu l'impression limite que Kofi est un retraité de la carrière solo, c'est-à-dire Ouais, c'est il, ça, bah, il a allé au bout de son personnage, en fait. ouais ouais, là il a Il fait. Bah, il a vraiment enfin, c'était super, hein. Moi, hmm. j'ai kiffé alors le match de WrestleMania était pas parfait, mais la prise de titre, moi, j'ai kiffé, quoi. J'étais vraiment content pour lui. Mais là, ouais, voilà, enfin, je vois plus aucun avenir pour lui en solo avec ce personnage. Alors après, peut-être qu'il pourrait faire d'autres trucs, mais là, comme ça, hormis au Rumble ou match à échelle où peut-être qu'il va faire des cascades, mais sinon, en solo, j'ai plus envie de le voir dans le ring, en fait. Ouais, bah, je pense que ça reste aussi un vétéran tout court, donc il a intérêt à finir peut-être sa carrière dans le New Day, hein, et très certainement. Par contre, oui, Biggie m'intéresserait beaucoup plus en solo, et t'as raison. Cesaro aussi, évidemment. Nakamura est toujours un petit peu en roue libre, un peu feignasse, comme on l'a déjà dit. Et c'est vrai que bah, enfin, j'ai pas pronostiqué d'avance, mais c'est bizarre. Cesaro est très souvent le maillon faible aussi, hein, des tag teams, et que ce soit quand il était avec Sheamus, The Bar, je pense que j'ai jamais vu la statistique, mais je pense qu'il a dû prendre tous les pins perdants. Et j'ai quelque part dans l'idée que s'il y avait un Biggie Cesaro en solo, bah, ça serait Biggie qui gagnerait, quoi. Mais bon, ça, on ne sait pas. On va pas pronostiquer. On verra bien ce que donne cette feud. En tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que il n'y a pas trop de complications dans l'écriture, hein. C'est du in-ring et ça marche bien là entre les deux équipes. Yes, qui continue, à se tourner autour, de toute façon. C'est 2 bonnes équipes de tag team. Voilà, et puis puisque je l'évoquais, bah, on va parler maintenant de l'ancien partenaire tag team de Cesaro car nous sommes au main event. Wouh! Et en plus un main event. Alors là, je m'attendais pas du tout à avoir ce segment en main event, je t'avoue, même s'il nous est teasé depuis 2 semaines. Sheamus Et porte un toast à Jeff Hardy, ni plus ni et moins. oui. Donc on sait pas trop ce qu'il veut faire là derrière, on sait pas trop ce qu'il attend, mais voilà, on nous annonce ça. Donc
Le ring est aménagé comme le comptoir d'un bar opulent, puisqu'il y a tous les alcools possibles et imaginables sous vos yeux dans des belles bouteilles. Une petite nappe sur la table. Jeff Hardy qui débarque. Visiblement, on lui a dit bah, vas-y, c'est maintenant. Jeff Hardy, il arrive. Il y a un serveur bien nippé en livrée avec un petit costard, etc. Et Jeff Hardy, il dit bon, bah, Sheamus, je suis là. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que t'attends qu'est-ce que tu veux faire de moi euh, Allez, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi Et là, Sheamus, ça arrive, mais malheureusement, il n'est pas là, Sheamus. Il est Et là, non. il est là sur Zoom ou sur Skype ou sur WhatsApp, on ne sait plus à force. C'est un WhatsApp héros en fait, hein. C'est un hommage au confinement, toute cette séquence. Sheamus est chez lui, il a un petit verre lui aussi. Alors c'est dans une sorte de flûte, mais c'est peut-être plus de la bière que du champagne, connaissant l'Irlandais. Et il utilise la corde plus que lourde sur l'alcoolisme passé de Jeff Hardy en lui disant voilà, Jeff, t'as toujours été un échec. 1000 fois, on s'est dit ce coup-ci, Jeff Hardy va se réveiller. Ce coup-ci, Jeff Hardy va être sérieux. Ce coup-ci, etc. Mais non, à chaque fois, t'es une déception permanente, Jeff. Tu ferais mieux de boire un petit coup. Voilà, le cocktail est pour toi. Enfin, quand même très très grave, hein. Il pousse un alcoolique à boire, ce qui est quand même socialement, éthiquement parlant, assez dangereux. Mais d'ailleurs, Jeff le dit, il prend le micro et il dit mais Sheamus, quel homme es-tu pour faire des blagues sur mon alcoolisme passé Quel homme es-tu pour faire des blagues Alors Jeff Hardy, il reprend ce rôle qu'il a déjà eu ces dernières semaines d'étendard pour la cause de la lutte contre l'alcoolisme. Il parle au nom de toutes les personnes qui, au moment où l'on regarde, luttent contre ce fléau, parce que voilà, l'alcoolisme, c'est une addiction, on le subit, c'est une maladie. C'est pas juste un truc rigolo de quelqu'un qui il boit beaucoup, lol. Et bon, Sheamus, il dit non, non, mais moi je suis là pour t'aider, vas-y, bois un coup, bois, drink, etc. Et Jeff Hardy, bah, il se fait tendre une petite coupelle par le serveur, qui est pas très bon d'ailleurs, qui lui tend à peu près au niveau du front, hein, la coupelle, et pas fait un bon BTS ce serveur-là. Du coup, Jeff Hardy il prend le verre, mais il le verse sur la tête du serveur qui est profondément choqué et qui ensuite encaisse une bouteille que Jeff Hardy lui brise sur le crâne. Le pauvre serveur gît sur le ring et encaisse ensuite un Swanton Bomb. Jeff Hardy s'élance, sa prise de finition. Ensuite, sa musique retentit et il parade, il se met dans les quatre coins du ring pour saluer la foule immense qui est là. Pendant que Sheamus regarde tout ça en ayant un air circonspect, dubitatif, circonflexe. Il dit pas grand-chose. Et comme le dit d'ailleurs Michael Cole, Jeff Hardy, en gros, je sais plus la phrase de Michael Cole, mais c'est en gros, ça change pas grand-chose tout ça. Voilà, tout Jeff pour Hardy ça. Jeff Hardy a toujours Sheamus face à lui comme obstacle. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aurais bien bu un petit coup? Est-ce que Jeff Hardy aurait dû boire d'après toi? Quel est ton rapport avec Jeff Hardy et avec la boisson, papy? Avec la Dis-nous tout. boisson, avec les doux breuvages. Et sincèrement, oui, effectivement, je pense que j'aurais dû boire un petit coup pour supporter mieux ce segment-là, en fait. Parce Ouais. que, comme tu le dis, Sheamus, voilà, donc on a un segment, pas de match, on a un segment, comment dire, comédie un peu en fin de show, Ouais. mais avec un des deux qui n'est pas là, qui est chez lui, avec sa caméra vidéo, alors qui a un joli bar, hein, Sheamus chez lui avec tout plein de trucs Guinness et tout. On voit que c'est un homme de goût, Mm. mais sinon, il était chez lui. Et là, tu parlais tout à l'heure que tu comprenais pas tout ce que faisait Nikki Cross. Bah, là, j'ai eu du mal à comprendre en plus, parce que le son était un peu dégueu sur, C'est sur vrai. Sheamus. Et donc je comprenais pas trop ce qu'il racontait et puis ça ne m'intéressait pas parce que moi, ce que je veux, quand j'ai un segment comme ça, ce que je disais, avec le Kiki ou avec d'autres segments, c'est que les 2 ils soient dans le ring, l'un face à l'autre, qu'il y ait un peu de d'intensité là, et pas que ce soit un barman quoi qui prenne le verre sur la tronche. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout du barman? Je sais pas, Ouais. il aurait pu prendre un de ses copains, il aurait pu prendre Mojo Rawley, tiens allez, on en reparle, mais et il aurait pris Mojo Rawley, ça aurait été limite plus plaisant de le voir se prendre un truc sur la gueule, quoi, mais qu'un mec qu'on connaît pas. Alors oui, c'est le barman préféré de Sheamus, a priori, ce qu'il disait, mais je m'en fous complètement, et c'est un mauvais main event là, c'est un mauvais choix, quoi. Enfin, ouais, je sais pas quoi dire de plus, que c'est mauvais, mauvais, bad SmackDown, bad. Bah là, je te rejoins totalement. Je vais dire, c'est la première grosse fausse note de cette feud qu'on aimait pourtant bien, avec au début une montée en puissance plutôt sympa et leur premier affrontement qui était pas mal, hein, on l'avait analysé.
Là, je trouve que on a redit exactement ce qu'on dit depuis des semaines. C'est-à-dire Sheamus se fout de la gueule de Jeff Hardy qui est alcoolique et qui est toujours un échec permanent et qui est une déception pour ses proches et sa famille. Oui, c'est bon, Sheamus, c'est la 4e semaine que tu le dis. Et Jeff Hardy n'a pas d'autre réponse que, en gros, bah voilà, c'est ma life, c'est bon, on passe à autre chose. Et oui, c'était même pas rigolo puisque voilà, le serveur, il est pas très bon. D'ailleurs, on sent qu'il est un peu planté là comme un piqué. Il prend son Swanton Bomb, ok. Ouais, ça stagne grandement et alors je suis vraiment déçu parce que comme toi, alors en plus il y a eu l'imprévu départ de l'Undertaker de la semaine dernière qui a décalé en plus ce toast d'une semaine, donc il y a eu presque une sorte d'attente en moi. Je me suis dit bon, un toast à Mm. Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il va nous faire? Attendez, un truc plus. Alors est-ce qu'il y a eu un imprévu entre-temps? Est-ce que Sheamus finalement n'a pas pu être dispo? Vous Voilà, avez 2 semaines pour l'enregistrer, hein, du coup, avec ouais, l'histoire de ouais. l'Undertaker. Donc ça, il fallait le faire in-ring, quoi. Mais on pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire, comme on a eu la dernière fois le segment que nous avions adoré du pipi de Jeff Hardy, il aurait fallu Sheamus qui soit là, même s'il était protégé par une armée de barman, ou que ça soit quand même les barman qui en prennent plein la tronche, parce que ça, c'est pas grave, mais qu'il soit là, quoi. Parce que bon, tu portes pas un toast à quelqu'un en étant depuis ton salon. Et là, il y a une faute, là. Il y a une faute, et je trouvais ça presque un peu pas sympa pour Jeff Hardy qui porte un peu le segment en étant sur place, même si bon, c'est toujours pareil, c'est le Performance Center, il n'y a pas vraiment de public, mais bon, bah Jeff, il pouvait pas faire grand-chose là, et on l'a un peu laissé porter le segment parce que Sheamus a beaucoup parlé, mais Sheamus n'était pas là et ça donne pas le même rendu, et c'est dommage, et je vois pas ce que ça nous. Extreme Rules étant approchant, souvent on nous tease un peu, ben voilà, on nous a teasé une table dans l'autre. Est-ce qu'on pourrait pas nous utiliser une stipu, quoi, les mecs qui se mettent un brawl à l'extérieur du ring pour nous dire que ça va être un false count anywhere, ou ils sortent des échelles, ou des tables, ou des escaliers, ou un truc, mais là, enfin, ça va pas être un barman match, j'imagine. J'espère pas. Non, ce J'espère sera pas. peut-être un match où chacun est chez soi, puis il frappe dans le vide, peut-être. Ah Ou, ouais, ouais, un zoom match. ouais, c'est prometteur. D'ailleurs, j'ai remarqué que, alors je sais pas si c'est nouveau, je pense pas, mais j'avais pas fait gaffe. Jeff Hardy, il a un t-shirt où il y a marqué obsolete dans le dos, donc il garde la. Oui, j'ai vu. Ouais, il garde la gimmick de son grand passage avec son frère Broken, Woken, Brother Nero et Matt Hardy, mais on est d'accord là. Fausse note, c'est drôle de choix. Je ne sais pas si le petit barman était sûrement un jeune du Performance Center. Peut-être qu'ils l'ont même choisi en arrivant ce soir-là. Ils ont dit bon, bah, lequel veut rester dans les gradins et Ouais. lequel veut venir prendre un Qui costard est de. propre. Ouais. Non, mais enfin, mais en plus, il y a peut-être un truc avec la situation du Covid là-bas qui est comme moins rose que chez nous. Mm. Mais c'est marrant parce qu'entre Brian qui commentait, des trucs qui avaient aucun rapport avec le match parce que manifestement les commentaires enfin ses interventions ont été faites en dehors du match, je pense, et ça a été rajouté ensuite. Là, Sheamus qui fait, oui, qui nous annonce, depuis 2 semaines un toast et qui le fait finalement de chez lui avec pareil non seulement c'était loin, mais en plus, le contenu était pauvre, quoi, donc ouais, je sais pas, c'est ouais, un pauvre épisode, au niveau interaction. Ouais, ouais, à la limite. Enfin, je suis entre guillemets, j'étais au début positivement surpris de voir qu'il donnait le main event à ces deux mecs. Cool, mais bon, là non, mauvaise idée de donner le main. Finalement, mauvaise idée de leur donner le main event, quoi. Oui, bad idea. Bad idea. Bah voilà, c'est malheureusement sur cette mauvaise impression qu'on finit ce SmackDown, et bah, ça compte, hein, ça compte dans la notation. Et d'ailleurs, justement, Papy, pour le mot de la fin, on attend tous avec impatience ton flop, ton top, ta note et ton alcool préféré. Ah! Bah, l'alcool, il y a pas de souci, c'est de la bière. Je suis quand même D'accord, du très bien. Nord, on va quand même assurer, un peu les coutumes locales Tout à fait. et voilà, donc voilà, là, j'ai passé la partie la plus simple de la réponse. Mhm. Au niveau du flop, j'ai plusieurs choix. Ça aurait bien été par l'absence, de vente du match intercontinental que j'ai vraiment trouvé dommage de ne pas enrober ça avec, le tout le tatouage habituel, tout le Mhm. tout team.
Mais en fait, je vais faire zoom, zoom, zoom et donner mon flop au zoom. Donc, Brian qui fait ses interventions par vidéo. Et pareil pour Sheamus sur Main Event, il y a eu beaucoup trop de buy-side highlights. Et c'était nul en plus, parce que c'était absolument pas réactif. Enfin, c'était chiant. Enfin, le système en lui-même est chiant, mais en plus, c'était mal fait là. Donc, carton rouge au zoom. Mon top, en fait, je donnerais bien à Bailey Sacha leur segment Hmm. vidéo, mais en même temps, ça m'embête de ne pas le donner un segment de catch, parce que c'est quand même 40 minutes de catch dans plus de 40 minutes, donc c'est quand même plutôt bien quoi, dans un show de 2 heures. Mais ouais, les matchs m'ont vraiment pas emballé malheureusement, donc je vais rester sur Sacha et Bailey le segment vidéo en fait. Et ma note, eh ben, ça va être un simplement 2, parce que, comme je disais, c'est pas catastrophique non plus, parce qu'il y a comme beaucoup de catch, donc c'est toujours appréciable dans un show de catch. Oui. Mais par contre, le main event est foiré. Les matchs de catch n'ont pas été bien vendus, je trouve. Donc du coup, ça ne mérite pas la moyenne. Donc ça sera simplement 2. Écoute, moi, je vais être un peu plus indulgent. Je vais donner la moyenne, 2,5, justement parce que je salue quelque part l'effort catchess, comme tu dis, d'avoir au moins 3 gros matchs solo, là. Morrison Riddle, Gulak Styles, Nakamura Kingston, et puis un petit peu ailleurs. Ok, mais ça prouve aussi que c'est pas en remplissant de catch que c'est forcément bien, et les matchs ont été bons sans être ouf. Donc moi, mon flop, il est très simple. Pour le coup, je le mets focus sur le main event, que je te trouvais ça. Enfin voilà, pour moi, la comparaison avec le pipi moment, c'est flagrant, quoi. C'est la même feud, c'est la même histoire, c'est le même truc, c'est le même un C'est du peu. liquide. C'est la, voilà, c'est la même ambiance, on peut dire. Mais alors, entre un truc qui était plutôt marrant, original, plutôt déconne et bien fait, avec le médecin pervers là, qui était un très bon figurant et tout, et ça, ça régresse, quoi. C'est dommage, ça régresse dans cette feud, et il va falloir se relever de tout ça. Donc bon courage. Et hé, hé, hé. Allez, je vais quand même. Moi, j'ai bien aimé le match d'intro, donc je vais mettre mon top à Morrison et Matt Riddle, pour nous avoir un petit peu envoyé du bois au début. Je trouvais que le SmackDown démarrait plutôt pas mal. 2,5. Et puis moi, en tant que Bordelais, je vais sacrer le vin rouge comme alcool de prédilection pour une petite soirée avec Sheamus et Jeff Hardy. Voilà, c'est bien. On fait local. Voilà, mais pas de mélange, hein, par contre, attention, hein. Ah non. Voilà, c'est dangereux. Et bien on finit là-dessus sur ce Friday Night SmackDown de la semaine, donc, de la semaine, du 3 juillet 2020. Il nous en reste 2, hein, c'est ça, avant Extreme Rules The Horror Show. Je peux pas t'aider, là, je suis perdu dans les dates, je t'avouerai. Nous, voilà, le monde du catch est un peu dans un rythme bizarre. Effectivement, comme tu l'as dit, je crois que hier était malheureusement, bon, c'est triste, hein, bien sûr, la pire journée de contamination aux États-Unis. Donc, on est très très loin d'une amélioration. C'est dramatique, hein, franchement. Moi, j'avoue que nous, en France, on n'est jamais à l'abri d'une deuxième vague, évidemment, mais on a eu quand même un pic. Voilà, 2 mois de confinement, ça a été long, mais je me souviens quand on parlait d'annuler ou pas WrestleMania, il y avait une autre option qui était évoquée, c'était de le faire fin juin. Il y avait un show prévu au Madison Square Garden, je crois, et on disait, c'est bien ça, fin juin, déplacer C'est bon, ça WrestleMania, passe. fin juin ça passe, et puis voilà, on est début juillet, et c'est très loin de passer. Et d'ailleurs, la Floride, je crois que c'est pire que tout en ce moment. Je crois que je crois que à part le Brésil et la Corée du Nord, c'est le troisième endroit où il faut pas être. Si on veut être en ville, la Floride, ouais, il y a le Ouais, Yémen aussi. Floride, Texas, je crois. Enfin, c'est les États du Sud généralement qui. C'était venu par New York, et puis là maintenant c'est le Sud qui est en train de prendre vraiment cher là. N'hésitez pas à nous écouter, à nous podcaster pendant que vous êtes à la plage, par exemple, puisque c'est les vacances. On espère que vous allez pouvoir vous balader un petit peu, ou en randonnée dans la montagne. Un petit coup de ketchup dans les oreilles. PodCloud, iTunes, Spotify, une version vidéo sur YouTube, Catch-up, une version Instagram, Twitter, Facebook, Catch-up CDC, un Discord, vous pouvez venir discuter avec nous. Nous, on continue nos émissions, pas de pause estivale, tant que le catch continue. Catch-up est là. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur ce SmackDown. On a fait une analyse
Bah, on va dire courte et efficace, on va être fiers de nous, un bon travail, peut-être meilleur que celui des bookers, hein, on peut dire ça papy, non? Ouais, non, mais je pense que qu'ils ont beaucoup de leçons à tirer de cette review. Voilà et au pire, si un jour ils veulent qu'on échange le boulot, hein, moi je veux bien passer côté booker et puis écouter les sur Catch Up, les bookers de la WWE donner, leur opinion, ça j'ai pas peur de la critique. Exactement, mais je pense qu'on a quelques idées qu'il faudrait qu'ils leur transmettre. Voilà, bah, écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, hein, vous connaissez la loi, il paraît qu'on est tous liés à n'importe quel, autre être humain sur terre par une règle de 7 personnes en moyenne donc voilà. Chuchotez dans l'oreille de Vince et dites-lui, que qu'on a des idées. En attendant, j'espère que vous avez aimé écouter cette review. Toujours dans les commentaires, abonnez-vous, likez, partagez bien sûr, mais dites-nous surtout des retours, des avis, des questions, si vous avez plutôt aimé Matt Riddle ou pas, si vous le sentez bien ou pas, quels ont été les autres sujets de débat, si vous sentez bien le Swamp Match ou pas, si vous êtes plutôt fan de ce qu'ont fait Bailey et Sasha Banks, si vous avez aimé le Voilà, main event. exactement, si vous aimez les main events avec du zoom, dites-le nous. Voilà, dites-le nous sur Zoom. Ah, on n'est pas sur Zoom encore, on va s'y Ah, mettre. oui, On va s'y- il faut parce que c'est la technologie de demain, hein. Et C'est alors vrai. j'ai envie de dire, même s'il y a des gens qui aiment Nakamura, vous avez le droit de donner votre avis. Bien sûr. Et puis peut-être que nous, un jour, on fera un zoom avec Ringside qui portera un toast aussi, parce qu'il aime bien ça, Ringside, je crois. Ah, c'est le roi du toast, ça. C'est le roi du toast. Allez, papy, ce fut un grand plaisir de t'avoir à mes côtés à nouveau pour cet épisode de SmackDown. Merci de ta venue. Mais oui, merci de m'avoir accueilli, plaisir partagé, et en espérant bien sûr, continuer, avec des shows de meilleure qualité. Ouais, on va espérer ça. Souhaitons-nous un bon show et un été sans canicule. On verra bien ce qu'on aura. Ah non, non, pas non, il y a trop de jeux dans l'équipe, ça Ouais. serait dommage qu'il y ait une grosse canicule là. Ça serait un petit peu dommage. Mais on verra bien. En attendant, mettez de la crème solaire. Bonnes vacances pour les juilletistes. Tenez bien pour les Haussiens. À très bientôt sur Catch Up. Et bonne semaine pleine de catch. Ciao. Salut à tous, à bientôt! Et une petite Guinness sur la plage. Et crème solaire, indice 80 pour Seamus.